j'étais pas le genre de coach à imposer mon idée et à imposer ma manière de faire. Parce que je pense que j'ai eu la bonne personnalité, c'est-à-dire observatrice. Observatrice et empathique, plus l'expérience du terrain, ben c'est le combo parfait pour être un bon coach selon moi. Ouais. Parce que tu te mets à la place de ton coaché, tu essayes de comprendre pourquoi, tu essayes de comprendre ce qui va pas, tu essayes de comprendre qu'est-ce qui l'empêche qu'est-ce qui l'empêche de vraiment faire ses endurances fondamentales lentement. Est-ce que c'est les kudos sur Strava et que du coup il pousse un peu trop pour faire plaisir aux copains, ou est-ce que c'est l'ennui, ou est-ce que c'est le besoin de se défouler, enfin tu vois. Et du coup tu trouves des solutions. Salut Waris. Hello Laurent. Comment vas-tu ? Bah je vais bien, merci beaucoup, et toi ? Très bien, merci, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup pour l'invitation, moi aussi je suis très content. Surtout sur un sujet qui vraiment est hyper important pour tous les coureurs, n'importe lequel des niveaux que l'on peut avoir. On va parler de plein de choses ce matin, ça va être hyper intéressant, de course à pied évidemment, tu vas nous raconter ton parcours, de mental, de perte de poids, voilà, plein de sujets hyper intéressants. Ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Alors moi je m'appelle Waris, j'ai 28 ans, j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir, mais oui, j'ai bien 28 ans, 29 cette année, et je suis un ancien obèse de 120 kg. Donc pendant très longtemps, pratiquement tout au long de ma vie en fait, à partir de 10 ans, quand mes parents ont déménagé et que du coup j'ai perdu un petit peu mes repères, etc., je me suis réfugié un petit peu dans la nourriture, j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais un peu perdu, etc., j'ai perdu tous mes amis, enfin voilà. Et puis je suis quelqu'un de très introverti à la base, donc en fait ça a été très difficile de se réadapter et j'ai pris beaucoup de poids parce que je me réconfortais avec la nourriture et puis je me renfermais un petit peu sur moi-même, les jeux vidéo, etc. Tout le combo. Tout le combo, quand bien même je ne diabolise pas les jeux vidéo, mais pendant très longtemps ça a été difficile. Une prise de poids très linéaire en fait. La prise de poids qui te prend un peu par surprise parce que tu prends pas du poids d'un seul coup, mais tu te réveilles un jour et tu te regardes dans le miroir et tu te dis même mince, qu'est-ce qui s'est passé. Alors bon, moi j'étais adolescent, donc c'est vrai que c'était assez difficile aussi à l'école, etc. Et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, des phrases qui m'ont marqué, et puis aussi des événements qui m'ont marqué et qui m'ont fait avoir le déclic de me dire oui là ok, il faut que tu changes quelque chose. Ça c'est le parcours pour la prise de poids. Ensuite et juste pour du coup on va recreuser peut-être après ce sujet, mais ça a duré combien de temps? Du coup tu parlais donc à partir de 10 ans ça a commencé parce qu'il y a eu tous ces événements un peu familiaux. C'est ça. Jusqu'à quel âge du coup tu as eu Alors je dirais qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de 10 ans jusqu'à à peu près mes 18 ans. Où là ça avait vraiment été une prise de poids constante, sans aucune prise de conscience de ma part, à vouloir perdre du poids, etc. Déjà je l'avoue, on s'en rend peut-être pas forcément compte, et puis on ne prend pas conscience des dangers, des problématiques que ça peut engendrer, etc. La deuxième phase ça a plutôt été de mes 18 à 21 ans, où là par contre j'ai essayé de perdre du poids. Je suis passé de 98 kg à 85, après j'ai repris du poids à 93. Ça a été un peu la deuxième période fluctuante, où il y a eu beaucoup d'échecs sur la perte de poids, mais surtout parce que en fait, je faisais la perte de poids pour les mauvaises raisons, je pense. Plutôt pour des raisons extérieures plutôt que pour moi. En fait, je le faisais pour les autres. Je le faisais pour les autres et pas pour moi. Je le faisais parce qu'effectivement, il y avait des phrases au collège, au lycée, qui n'étaient pas forcément très faciles à entendre et qui m'ont marqué. Et du coup, je me suis dit, je vais perdre du poids, comme ça les autres arrêteront de se moquer de moi. Alors que, la preuve en est, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, parce que trop rigide, pas les bonnes raisons, des méthodes un petit peu trop dures, pas tellement au niveau diète, mais aussi au niveau sport, etc. Et à chaque fois, je reprenais. Je reprenais jusqu'à un point où il y a eu une période où je me suis énormément cherché d'un point de vue études professionnelles, etc. Donc j'ai arrêté mes études. Au début, j'étais parti sur un truc, mais complètement à l'opposé. J'avais fait une licence de langue étrangère appliquée en anglais et espagnol à Amiens.
Et du coup, je me cherchais un peu. J'ai complètement arrêté, et c'est là où vraiment ça a été la grosse descente aux enfers. Donc, plus personne. Du jour au lendemain, plus personne. Tout seul chez moi avec mes parents. Vraiment, je savais pas quoi faire. Et donc là, j'ai pris énormément de poids. Et là, je suis passé vraiment de 98 à 120 kilos. Avec tes parents, j'imagine que même pour eux, c'est pas évident. Et quand tes parents, tu essaies toujours d'aider tes enfants, etc. Comment, tu vois, dans le cercle familial, comment ça s'est passé cette période? Tout à fait. En fait, c'est ça. Tu essayes d'aider tes enfants, mais en même temps, c'est très difficile parce que c'est un sujet qui est très personnel. Il y a des gens qui ont du poids et qui se sentent excessivement bien et qui sont en très très bonne santé. Donc c'est assez difficile de dire t'as un petit peu enfin c'est très personnel. Donc mes parents essayaient de m'en parler quand même un petit peu, mais en même temps souvent ce qui revenait c'est on savait pas comment te le dire, on n'osait pas. Et donc cet environnement qui d'ailleurs est un sujet énorme dans la prépa mentale, l'environnement, le contexte, etc. Cet environnement n'était pas forcément très propice à ce qu'il y ait du changement. Et de toute manière, je pense très sincèrement que si tu veux vraiment quelque chose, il faut tout d'abord que ça vienne de toi. Il faut que le déclic il vienne de toi et que tu le fasses pour toi. La preuve en est, comme je te l'ai dit, je le faisais pour les autres et ça marchait pas. Mais oui, ils essayaient d'aider, sauf que en fait, tant que t'as pas décidé de le faire toi-même, il se passera pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, ou en tout cas, c'est pas sur le long terme. Ouais, ok. Donc voilà. D'accord. Très bonne historique entrée en matière. Ouais. C'est vrai que quand on te voit là aujourd'hui, tu vois, le différentiel paraît tellement immense mais on va creuser. Est-ce qu'à l'époque, avant tes 10 ans, du coup, quel petit garçon t'étais? Est-ce que tu faisais déjà du sport? Est-ce que tu as fait des activités? Est-ce que, tu vois, comment tu étais à l'époque? Alors, depuis tout petit, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Mon trait de personnalité, c'est quand même introverti, très observateur. J'aime bien me poser et regarder. Okay. Limite, tu me mets dans une grande gare, je me pose et je regarde les gens et j'observe. Okay. J'aime bien regarder un peu le comportement des gens, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis ça permet d'apprendre sur soi, sur les autres, et surtout c'est un très 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 gros point positif pour maintenant mon métier de coach, parce que ça permet d'être énormément empathique, d'apprendre à reconnaître les choses que des fois les gens ne disent pas forcément. Mais depuis tout petit je suis quand même très introverti, j'ai fait un peu de sport. Mais on est vraiment dans la thématique que je viens de te dire, même pour cette phase où j'ai essayé de perdre du poids et ça ne marchait pas parce que je le faisais pour les autres. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait du foot, du judo, du tennis. Et en fait, je le faisais pour être avec les copains et pas pour moi. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui a suivi tout au long de ma vie et qui me rendait heureux, mais en même temps très malheureux. Parce que du coup, tu te cherches. Parce que tu n'as pas vraiment défini ta propre personnalité, tu n'as pas vraiment défini ce que toi tu aimes, et du coup tu te cherches, et en plus de ça tu te rends compte que de par le positionnement que tu prends vis-à-vis des autres, c'est pas forcément quelque chose qui va te faire avoir des relations très saines. Voilà, c'est ça. Et donc depuis très petit j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place entre guillemets en société, avec les gens, parce que j'avais toujours l'impression de pas être comme les autres, enfin voilà. Et par contre j'étais quand même un enfant qui était quand même assez sensible. C'est-à-dire que j'étais introverti et j'observais, mais par contre quand je sentais que des copains à moi à l'école, ou même mes parents, ma famille et tout se sentaient pas bien, j'allais quand même au maximum aider les gens, essayer comme un garçon de 8-6 ans peut essayer de faire. T'as pas les bons mots, on n'a pas les mots maintenant et tout. Mais il y a l'attitude et le... Ouais, c'est ça. C'est ça. Un peu les prémices de ce que tu peux faire aujourd'hui dans le coaching, finalement, d'être assez empathique. Mais tout à fait. Mais au final, oui. Tu retrouves énormément de caractéristiques de ta personnalité dans ton métier, où tu te rends absolument pas compte. C'est ça. Tu te rends absolument pas compte, et quand tu prends du recul et que tu regardes ce que tu as réussi à accomplir
sans prendre la grosse tête. Hein. Mais quand tu regardes ce que tu as réussi à accomplir, tu te dis, ah mais oui, mais en fait, depuis toujours, je suis comme ça. Et en fait, le mal-être, en tout cas chez moi, le mal-être venait de ce combat que j'essayais de faire contre moi-même, alors que ça fait partie de moi. Donc, tout ça pour essayer de plaire aux autres et essayer de rentrer dans le moule soit de la société, ou soit des gens, ou soit du contexte amical ou familial avec lequel tu es. En fait, t'es pas vraiment toi-même. Et donc ça peut pas, selon moi, ça peut pas marcher. Intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu peux nous raconter ce déclencheur ou à partir vraiment du moment où tu t'es dit là, est-ce que tu t'es dit il faut que je me reprenne en main ? Enfin, qu'est-ce qui a fait, tu vois, la bascule ? Il y a eu plusieurs déclencheurs. Celui qui a tout déclenché, il est extrêmement, en fait, c'est futile. C'est un petit détail, c'est bête, mais voilà. Il y a une phrase qui m'a énormément touché, qui a été dite par une personne qui, je suis sûr à 100 milliards de %, ne voulait pas penser à mal et voulait penser à moi, à mon bien à moi, justement, l'une des entre guillemets des seules personnes qui m'a énormément touché. C'est au lycée. On commence à avoir nos premiers amis, nos premières copines, petites amies, etc. Et l'une de mes amies féminines m'a dit un jour la phrase du tac au tac, je m'en rappelle encore, elle est dans ma tête: Waris, tu devrais peut-être faire attention à toi pour ta copine. C'est bête parce que la phrase était peut-être dite maladroite, de façon très maladroite, mais ça m'est resté et je me suis dit, c'est vrai que tu prends pas soin de toi. C'était pas tellement tu prends pas soin de toi pour ta copine, c'était plutôt tu prends pas soin de toi. Et j'ai quand même eu, en vrai, le lycée c'était à 16-17 ans, donc jusqu'à 21 ans, ça a fait son bout de chemin. Hein. Mais c'est vraiment une phrase dite dans un contexte et un environnement où je peux encore limite te décrire absolument toute la scène, tout, la manière même dont ma copine était habillée à ce moment-là. Tellement pour te dire à quel point ça m'a touché. Et s'en est suivi plusieurs petits déclics. Plusieurs petits déclics au fur et à mesure, mais jamais assez grands pour te faire avoir ce changement que tu te dis il faut vraiment que ça change. Il y a eu plusieurs petits déclics comme petit à petit tu perds un petit peu en condition physique. Il y a des choses que tu faisais avant que tu as du mal à faire. Par exemple, pendant de mes 17 ans à 21 ans, j'ai beaucoup aidé mes parents à la construction de notre maison parce qu'on a tout fait tout seul, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Et donc, petit à petit, j'étais de plus en plus essoufflé. L'été, j'avais extrêmement chaud, c'était horrible. Et du coup, c'était des petits déclics, mais jamais assez pour vraiment te dire il faut que ça change. Ça va peut-être être hors de contexte, mais j'avais un chien, un bulldog français, qui s'appelait Urko, que j'ai eu depuis que je suis tout petit. Donc il a vécu pratiquement 15 ans, ce bulldog français. Pour un bulldog français, c'est beaucoup. Hein. Donc en fait, il m'a accompagné tout au long de ma vie, et petit père, il est mort, bon, voilà. Et on a repris des chiens pratiquement à la fin de notre deuil. Parce que dans la famille, on a toujours vécu avec des animaux, etc. J'ai voulu prendre un husky. Husky, c'est pas pareil qu'un bulldog français, c'est pas un chien canapé. Et donc en fait, j'ai eu une husky qui demandait énormément d'activité physique, et ça a été l'un des premiers gros déclencheurs où je me suis dit, Waris, attends, t'as pris une husky, tu peux pas lui imposer. Tu peux pas lui imposer ta condition physique horrible qui t'empêche de la sortir et de la faire s'épanouir. C'est quelque chose de bête, hein, mais voilà. Et ensuite, ça a été mettre mes chaussettes. En fait, un matin, j'ai mis mes chaussettes, j'étais essoufflé. Et vraiment, j'étais essoufflé. Et je me dis, ouais, c'est pas possible. Là tu mets tes chaussettes, t'es essoufflé, c'est pas possible. Genre, vraiment, c'est pas possible. C'est un truc que tu fais tous les jours. Comment tu vas faire quand tu vas avoir 70 ans ?
tu vas imposer ça à ta femme, tu vas imposer ça à tes potentiels enfants, de prendre soin de toi à 70 ans parce que tu n'es plus capable de... Et là, ça a tout déclenché. Ok. Et c'était le 8 août 2018. Incroyable, et je me souviens bien de la date. Ouais, parce que du jour au lendemain, tout a changé. Tout. Ok. Tout. Même mentalement. Switch mental. Déclic mental direct. Incroyable. Bête. Et est-ce que tu te souviens du coup, ce switch mental, comment avec ton caractère, comment tu t'es mis à organiser ta vie? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller dans une salle de sport? Est-ce que tu t'es allé voir quelqu'un? Tu vois, comment tu as mis en place un plan d'action à ce moment-là? Très très bonne question, parce que justement, c'est pour moi l'un des éléments de la réussite, c'est que à partir de ce moment-là, à partir du 8 août 2018, j'ai arrêté de faire comme les autres, faire pour les autres et écouter les autres. Alors, il faut écouter les autres, parce que c'est grâce aux autres qu'on évolue et qu'on grandit, mais il faut quand même avoir une vision très personnelle de ce que tu dois mettre en place, parce que sinon, en fait, tu ne tiendras pas ça sur le long terme. Et de par ma personnalité, j'ai été... comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très introverti, donc en fait, j'ai tout analysé, j'ai tout regardé, j'ai tout observé. Okay. Et j'ai appris de A à Z absolument tout sur Internet, dans les livres, dans les études scientifiques, okay. Tout partout. Et je me suis dit, Waris, cette fois-ci, tu te tais, tu dis rien. Parce que en fait, tu vas te faire influencer par les autres et tout, tu dis rien. Tu dis rien du tout et tu fais tout pour toi. Et c'est là que ça a marché. Parce qu'en fait, du coup, j'arrêtais de prendre en considération les autres. Et les autres, souvent, ne le font pas méchamment, mais souvent, dans des discussions avec autrui, et là, je ne parle pas forcément du cercle familial et amical, c'est autre chose, mais avec autrui, les collègues, etc., souvent, les gens rapportent leurs conseils à ce qui a marché pour eux, et pas ce qui va marcher pour toi. Donc en fait, tu te fais influencer par 50 milliards de choses en même temps, tu es distrait par 50 milliards de choses en même temps, et du coup tu remets toujours en question ce que toi tu fais. Ouais. Est-ce que un tel va te dire ouais, il faut pas que tu sois trop restrictif sur la nourriture parce que tu vas craquer. Un autre il va te dire oui mais en fait tu es obligé de tout peser parce que sinon tu sais pas ce que tu consommes, donc tu peux pas améliorer, tu peux pas savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et en soi, les deux conseils peuvent marcher et sont très valables. Mais si tu ne l'appliques pas pour ta personnalité, pour toi, pour ton contexte, pour ton environnement, pour ton mental à toi, ça ne peut pas marcher. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, je l'ai vraiment fait pour moi et j'ai appliqué tout ce qui marchait sur moi. Et c'est à partir de ce moment-là où ça a marché. Les choses ont vraiment changé. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, j'ai fait exactement la même chose qu'avant, donc entre mes 18 et 21 ans, mais juste ce switch mental de faire ça pour soi. Donc, je suis quand même allé à la salle de sport, je suis quand même allé en salle de muscu, faire du cardio, courir avec ma husky, etc. Ok. Voilà. Et est-ce que tu te souviens les débuts, si tu vois, ça t'a paru une montagne et si c'était dur physiquement, tu vois, de commencer à refaire du sport un peu plus intensité, ou si du coup t'as l'impression que ce soit passé, tu vois, t'étais avec la motivation de se dire je vais perdre du poids, je vais revenir à une condition physique meilleure pour moi. Ouais. Bah figure-toi que c'est passé comme une lettre à la poste. Ah ouais. J'ai jamais eu de mal à partir de... On va remettre les choses dans son contexte parce que j'ai beaucoup d'expérience sur ce point-là. Et en fait, auparavant, entre mes 18 et 21 ans, c'était extrêmement difficile. Parce que dès que tu essayais de bien manger, d'éviter de prendre des gâteaux tout le temps, des pizzas, de la sauce H24, soda, etc., j'arrivais jamais à tenir. Ouais. Parce que je le faisais pas pour les bonnes raisons, et aussi parce que d'un point de vue mental, ça se trouve c'était juste pas le bon moment à ce moment-là. C'est souvent une question aussi de période de vie. Et c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'à partir du moment où j'ai dit ouais non c'est plus possible, je regarde mes chaussettes mais parce que c'est la chaussette qui a fait tout. À partir de ce moment-là, il y a vraiment eu aucun obstacle. Okay. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis mis à manger riz, brocoli, poulet, légumes, saumon, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, et j'ai jamais eu envie
de reprendre une pizza, de reprendre un burger et tout. Je diabolise pas du tout, c'est pas le cas, mais chez moi c'est ce qui a marché. Du jour au lendemain j'ai tout coupé, tout arrêté. Et j'ai mangé la même chose pendant 18 mois, tous les jours. Tous les jours. Et ça a marché. Ouais, on dit petit aparté, mais quand j'ai suivi une formation en préparation mentale, il y a un exemple qui est donné sur justement cette prise de poids ou perte de poids. Et on dit que le cerveau a un programmateur qui est une partie du cerveau qui s'appelle le SAR. Et en fait, les personnes en général en surpoids ont un SAR qui est programmé en se disant je suis gros, et donc c'est presque une identité. Et donc c'est pour ça l'explication parfois des personnes qui peuvent faire un peu du yo-yo et perdre mais reprendre, c'est parce que même s'ils ont perdu, leur SAR, leur cerveau reste programmé. S'ils n'ont pas eu le déclic dont tu parles en je suis quelqu'un de gros, et donc c'est pas automatique, mais inconsciemment, on va niveler du coup et reprendre du poids. Et donc là, moi, ce que je perçois, c'est que en fait, ce switch dont tu parles, de la chaussette, etc., et ben, tu as inconsciemment ou consciemment, mais reprogrammé ton cerveau, et donc ton identité a changé, et donc tout suit. Et c'est hyper intéressant parce que, et c'était un peu ma prochaine question, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais moi, de point de vue extérieur, j'ai envie de dire que tout est possible, et tu vois, les gens... il n'y a pas de fatalité au sujet du poids. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui, justement, peuvent être dans la même situation que le Waris d'il y a quelques années maintenant et qui voudraient changer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ou qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais y répondre, mais dans un premier temps, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Et quand tu le dis, c'est vrai que c'est totalement un changement identitaire. Parce qu'à partir du 8 août 2018, changement d'identité, mais tout de suite. Et auparavant, il n'y avait pas ce changement d'identité. Et c'est exactement comme ce que tu dis. De toute manière, le corps humain, il cherche toujours à revenir à son niveau de base. Donc oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant que tu le dis comme ça, c'est exactement ça. Et ce que je dirais aux autres, c'est bête, mais ce que je dirais aux autres, c'est que si vous vous en sentez bien, en fait, il faut arrêter de vouloir changer. Déjà de une. Si tu te sens bien dans ton corps et tout, c'est pas parce que tu as des kilos en trop. Et puis, de toute manière, on le voit, mais au marathon de Paris, il y a des gens qui courent plus vite que toi, et pourtant, il y a un peu de poids considéré en trop, entre guillemets. Donc déjà, si tu te sens bien, il faut pas changer pour les autres, déjà. Et puis, si tu te sens mal et que tu veux changer... il faut trouver pourquoi. Il faut trouver la raison du pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu veux être en forme et pouvoir courir et faire des activités physiques avec tes petits-enfants quand tu seras vieux? Est-ce que c'est parce que tu veux mieux t'habiller dans tes affaires? Est-ce que c'est parce que tu veux reprendre confiance en toi et que du coup... t'as pas trop confiance en toi à cause de ta silhouette, etc. Mais... il faut le faire pour soi et il faut attendre. Cette notion d'attendre, elle est un peu pernicieuse parce que ça peut t'amener à procrastiner. Mais il faut attendre d'être sûr et certain d'avoir le bon déclic et ensuite d'y aller à fond. Et de pas. En fait, moi, je vois ça exactement comme la préparation d'une course. C'est qu'on a ce qu'on appelle des cartouches. Et en gros, si on se grille une cartouche à l'entraînement, c'est dommage pour la course. Et là, c'est pareil. Sur la perte de poids, si tu te grilles des cartouches, c'est-à-dire que si tu essayes de perdre du poids et que tu essayes un régime, ça marche pas, 2 régimes, ça marche pas, ça fait 2 cartouches de griller. Donc en fait, plus tu grilles des cartouches et moins ça marchera, parce que tu vas dire ouais, mais en fait, ça fait 3 fois que j'essaye, ça va pas marcher. Donc pourquoi cette fois-ci? Et donc il faut vraiment faire selon ce qui marche pour nous. C'est ça. Avec un bon déclencheur et savoir pourquoi on le fait. Et c'est ça. Suivre. Que ce soit manger la même chose tous les jours comme moi parce que c'est ce qui te correspond, ou manger proprement 80% du temps et te faire plaisir de temps en temps tout au long de la journée, ou enfin tout au long de la semaine et tout, mais sans faire des excès incroyables non plus, parce qu'au bout d'un moment il faut dire ce qui est. Si tu veux perdre du poids, il faut être en déficit calorique, outre tous les aspects problèmes de santé, que ce soit hormonal ou etc. Mais voilà, ça passe par là quand même. Ça passe par là quand même. Forcément. T'as pas le choix. Ok, top. Du coup, plus de sport. Et donc, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vu ta silhouette a changé, toi, rapidement? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Comment ça a pris 18 mois pour perdre 50 kilos.
Ok. Donc de passer de 120 à 70, ça a pris 18 mois. 18 mois de perte constante, aucune stagnation, aucune. Mais en fait, les premiers résultats se voient très rapidement. Parce que quand tu perds du poids, ton cerveau, il est hyper content. Parce que en fait, tu perds énormément de poids au début. Mais en fait, tu perds pas du poids, tu perds de l'eau. Tu perds de la rétention, tu perds ta rétention d'eau. Donc en fait, au début, tu as l'impression que ça marche trop bien, tu es trop content. Et en fait, justement, comme d'hab, ton corps, il retrouve son niveau normal. Et donc, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils sont trop drastiques d'un seul coup. Et que du coup, tu perds énormément de flotte au début. Donc, tu vas perdre 2-3 kilos sur le premier mois, ce qui est quand même pas mal. Et puis après, tu stagnes. Et tu te dis, bah mince, ça marche pas, j'arrête. Et donc, en fait, de par le fait que je me sois instruit sur absolument tout, et ben dès le départ, je savais que ça allait arriver. Donc, dès le départ, je savais que c'était une étape. Et du coup, d'un point de vue mental, j'étais préparé. Exercice de visualisation pur. Donc, j'étais prêt. Donc, quand ce moment-là est arrivé, au bout de 1 mois, 2 mois de stagnation, petite stagnation de rien du tout. Je suis passé de perdre 500-700 grammes par semaine à 200-300. Mais chez la plupart des gens, ils auraient vu ça comme un échec. Moi, j'ai vu ça comme une étape normale de ce qui était à préparer. Parce que je m'étais instruit et parce que je savais ce que c'était. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est de s'instruire. Parce que mieux on est préparé et plus on sait pourquoi on doit faire ça et comment ça va se passer, et mieux ça passera. C'est ça. Et on continue après. Ok. Et du coup, est-ce que la course à pied est entrée dans ta vie à ce moment-là, ou pas tout de suite? Comment tu t'es mis à courir? Est-ce que ça a été plus tard, ou est-ce que là déjà tu as commencé du coup à courir dans cette période? Ma toute première course, c'était à ce moment-là. Toute première course, j'ai fait 5 km en 55 minutes. D'accord. J'ai la photo, mais bon. C'est 55 minutes. Et en fait, c'était même pas de la course. C'est de l'alternance course et marche. Dans mon village, j'avais ma maison. Et j'avais l'église qui était à quelques centaines de mètres. Je crois que c'était genre à 800 mètres. Et je dis, tu cours de l'église, enfin de chez toi jusqu'à l'église. J'ai même pas réussi. C'était impossible. Et du coup, j'alternais course et marche. Et ça a été, dès le début, quelque chose qui m'a énormément frustré. Je me dis, Waris, c'est pas possible. Attends, tu peux même pas courir 300 mètres. C'est quoi ça? Et du coup, je me suis inscrit de A à Z, comme je le fais tout le temps, sur ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait surtout ne pas faire. Mais je l'ai quand même fait. C'est-à-dire que toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, j'avais quand même conscience qu'il fallait pas les faire et je les ai fait quand même. Parce que tu te dis, oui, non, moi j'ai pas besoin de ça, je vais courir et tout. Donc, je faisais toutes mes endurances fondamentales à 176 BPM. Et pour petite info, 176 BPM chez moi, parce que, petit aparté, j'aime pas parler en BPM parce que les gens comparent, alors qu'il faut comparer en pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Pour la petite anecdote, 176 de BPM, chez moi, c'est mon SV1. C'est mon allure un tout petit peu en dessous de mon marathon. Et chez certaines personnes, 176 BPM, c'est le max. C'est leur FC max. Donc, je courais toutes mes endurances fondamentales au SV1. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que je me suis pas blessé, parce que le SV1, mine de rien, c'est pas non plus de la zone 5, c'est pas non plus une zone d'intensité trop costaud, mais c'est pas de l'EF. Donc en fait, j'étais fatigué et tout. Et donc la course à pied, ça a été quand même très en dents de scie. Et puis de par mon mental, ça voulait pas marcher. Ça voulait pas marcher. Donc je faisais énormément de musculation. Et en fait, je faisais 30 minutes de course à pied, mais je faisais 30 minutes pratiquement à fond, et j'essayais d'aller trop rapide, de baisser à chaque fois, c'était pas bon. Et pareil, déclic. Déclic à ce moment-là, la course à pied s'est amenée petit à petit. Ma conjointe m'a offert une Apple Watch. Bon, c'est pas le meilleur des trucs, hein.
pour la précision du capteur cardiaque, mais bon, bref. Et justement, là, je me suis dit, Waris, maintenant, t'as aucune excuse, t'as tout ce qu'il faut pour le matériel, tu cours bien. Tu cours proprement et tu fais les choses bien. Et donc, en fait, on était à Prague, et c'est à partir de là où j'ai dit, ok, tu cours. Tu cours et tu fais bien les choses. Et c'était en septembre et en avril de l'année d'après, il y avait le marathon. Ah ouais. Donc j'ai dit, bon, t'as pas le choix, là, tu cours et marathon. Excellent. Et bon, j'avais toutes les connaissances parce que de par les études, enfin, vraiment le bagage technique, etc. et tout, je savais quoi faire. Mais les cordonniers les plus mal chaussés, les médecins c'est les pires patients. Au début, voilà. Donc tu t'es fait ta propre prépa pour ce premier marathon. Ma propre prépa, ouais. Et est-ce que avec le recul, c'était, tu penses, une bonne... Ouais, tu t'es bien renseigné sur la planification, etc. Donc c'était une prépa sérieuse et bien planifiée. Bah, j'avais le bagage technique. Ouais. J'avais le bagage technique, mais... c'est complètement différent du bagage, enfin, de l'empirisme, du terrain. Et d'ailleurs, c'est quelque chose où on pourrait parler pendant des heures et des heures. Mais moi, souvent, j'ai des discussions avec des gens qui ont un tout autre profil que moi et qui ont le même métier que moi, qui sont coachs. Ouais. Et sauf que eux sont sportifs depuis qu'ils ont 10 ans. Et donc, ils n'ont pas du tout le même vécu, la même approche, le même vécu. Et donc en fait, la prépa pour le marathon, je pense que je l'ai bien réussi parce que j'avais le bagage technique, mais j'avais pas du tout l'empirisme, j'avais pas du tout les capacités de terrain. Donc en fait, quand il s'agissait de réajuster le plan sur le terrain et de s'écouter, quand t'as pas l'expérience, c'est très difficile. Ouais. Quand tu fais ton plan d'entraînement et que tu vois, aujourd'hui 30 km, on va faire 2 fois 30 minutes allure marathon, dans ta tête c'est 30 km, 2 fois 30 minutes, et si tu les fais pas, c'est un échec. Alors que non, c'est pas du tout un échec, et ça c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure, soit par toi-même, et là tu perds du temps, parce que tu fais énormément d'erreurs, soit en te faisant accompagner par un coach et tout, qui va t'apprendre au fur et à mesure à t'écouter et à réadapter. Mais tu vois, par exemple, pendant toute cette première prépa, j'ai vécu, je pense, énormément de sorties longues comme des échecs, alors que c'était simplement un apprentissage. Et déjà, rien que quand tu fais ce switch mental d'accepter et de changer non, c'est pas un échec, j'apprends. Cette perception, tout à fait. Ben, déjà, c'est beaucoup plus facile. La prépa, elle se passe beaucoup mieux, déjà mentalement. Mais, en fait, j'aurais juste dû adapter, par exemple. J'aurais juste dû dire, écoute, t'es fatigué, c'est pas bon. Tu fais pas 30 km, tu fais que 20 km et au pire tu réadapteras. Ouais. Non, c'est trop dur au début, c'est trop dur. Mais il faut le faire, il faut apprendre à s'écouter. Mais c'est juste que c'est très dur. Ok. Et comment s'est passé ce premier marathon du coup ? Du coup, sans me jeter des fleurs, de par le fait que le bagage technique était là, ça s'est très bien passé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pendant les 35 premiers kilomètres, parfait sur le timing et tout. J'étais sur des bases de sub 3h30 pour le tout premier marathon en tant qu'ancien obèse et tout, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est ça s'est super bien passé, j'étais dans les temps parfaits et tout, mais de par le fait que j'ai pas adapté ma prépa tout au long et que j'ai trop forcé, trop tiré sur la corde, je suis arrivé sur la ligne de départ à Paris complètement lessivé, complètement HS, et ça a cassé au 35e kilomètre. Alors que j'avais fait un affûtage quand même vraiment pas mal. Ma stratégie de nutrition, elle était respectée de A à Z. J'avais 60 grammes de glucides par heure et tout, donc voilà. Mais au 35e, mes jambes, elles ont lâché parce qu'en fait, toute l'accumulation de la prépa a fait que, quand bien même j'avais fait un affûtage, je suis arrivé lessivé. Et surtout, je suis arrivé lessivé mentalement sur la ligne de départ. J'avais aucune niaque. J'avais pas la niaque, j'avais pas envie. Et donc, quand tu arrives sur un format marathon où t'as pas la niaque,
Et d'ailleurs, toi qui as fait des ultra trails et tout, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. C'est une grosse composante. C'est une grosse composante. En fait, au 35e, je pense que j'aurais pu forcer. J'aurais pu dire, oh Waris, non, voilà. En fait, j'avais plus l'énergie mentale. J'avais pas d'énergie mentale et du coup là, ça a cassé. Ok. C'est fracture mentale au 35e. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ça c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Tout à fait. Génial. À ce moment-là, donc là, c'était en quelle année ce premier marathon? Cette première vraie expérience de marathon, c'était en 2022. Ok. 2022. C'est assez récent. Et donc là, tu travaillais dans une entreprise. Ouais. Comment t'as géré cette période-là en termes de, tu vois, j'allais dire planification, en tout cas d'équilibre entre ton travail. Tu vas nous raconter, tu avais un travail quand même assez prenant. Tout à fait. Comment tu gérais le sport, la course et versus. Tout à fait. C'est très intéressant. Et ça, il y a une anecdote que je dirai juste après. Mais en gros, pendant cette prépa, j'étais encore en alternance. D'accord. J'étais en alternance à la fin de mon master audit et contrôle de gestion, parce que je pensais que vivre de la course à pied et de sa passion, c'était pas possible. C'était fait pour les autres et pas pour soi. Ouais. Au final, j'en vis et je suis 100 fois plus heureux. Okay. Je suis aussi 100 fois plus stressé. Ouais, mais ça on va en parler juste après. Ça fait partie de l'anecdote. Ouais. Mais j'ai géré la prépa en fonction de mes jours de travail où je savais que ça allait être compliqué. Okay. Parce que mine de rien, n'importe lequel des travails que tu as, que ce soit infirmier, infirmière, gendarme, dentiste, ingénieur, commercial, tout, tu sais où tu as des jours où ça va être plus compliqué que d'autres, tu vas être plus fatigué que d'autres et tout. Et en plus de ça, tu apprends à te connaître aussi. Il y a des personnes qui sont très fatiguées le lundi, mardi parce qu'elles sont en mode « Oh, début de semaine, j'ai pas envie ». Et il y en a d'autres, elles sont complètement lessivées sur jeudi, vendredi parce que c'est la fin de la semaine. Et il y en a d'autres qui sont très contents. Ouais, c'est le week-end. Donc déjà, il faut apprendre à se connaître et du coup à gérer les séances d'intensité en fonction de ces jours où tu sais que tu vas te sentir bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait, où je mettais toutes mes journées d'intensité, déjà les jours où j'étais en télétravail, forcément, mais aussi où je savais que j'allais pas avoir des deadlines, des gros trucs à faire. Okay. Et ça, j'acceptais. Donc, en gros, j'avais beau, dans mon plan, avoir marqué... mercredi, séance d'intensité, vendredi, séance d'intensité, mais s'il fallait le bouger parce qu'il y avait une réunion qui se mettait ou quelque chose de très important qui se mettait, je bougeais parce que je savais que de toute manière, je n'allais pas être dans des bonnes prédispositions physiques et mentales pour réussir ma séance. Donc déjà, ça, c'est vraiment le truc qui, je pense, a quand même sauvé un peu ma prépa. Okay. Et ensuite, heureusement et malheureusement, c'est la nutrition aussi. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, mais quand on a un travail, généralement, c'est la nutrition qui pêche parce que en fait, on va s'entraîner soit le soir, soit le matin, et on n'a pas le temps, on court partout et tout. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que je préparais tout en amont. Toutes les collations en amont, je les préparais, bananes, pain de mie complet, des smoothies ou des flocons d'avoine, etc. Je préparais tout en amont, comme ça j'avais pas d'excuses, et en fait juste après mes séances, je mangeais pour remplir mes réserves de glycogène et du coup récupérer beaucoup plus rapidement. C'est du coup, si je devais dire la thématique générale de ça, c'est l'organisation. Si tu es organisé, ça passera un peu mieux. Forcément il y a des imprévus, mais ils sont déjà un peu plus gérables si en amont tu prends le temps de dire non, je vais pas mettre ma séance d'intensité le jeudi alors que je sais que le jeudi c'est la pire journée où je suis en train de courir partout, il faut que j'emmène les enfants au cours de sport le soir, etc. Non. Voilà, donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a aussi aidé. Ouais, ça a aidé. Ok. Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Tu vas nous raconter, donc aujourd'hui ton activité a changé, enfin tu n'occupes plus le poste de l'époque. Ouais. Comment ça s'est fait ce switch? Est-ce que ça a été petit à petit ou est-ce que un jour tu t'es dit maintenant je veux arrêter ce job Mais alors, de par ma personnalité,
comme je te l'ai dit au tout début du podcast, même tout petit, quand je voyais qu'il y avait des personnes qui allaient pas bien, j'essayais de les aider. Altruiste un petit peu. Ouais. Donc, j'avais déjà cette fibre-là, je pense. Et donc, en fait, au fur et à mesure de mes études et puis même de mon épanouissement professionnel, ou en tout cas de mon évolution professionnelle, il y a quelques étapes quand même qui m'ont fait dire ouais, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est pas du tout ce que tu veux en vrai. Ouais. C'était encore une fois ce que les autres m'imposaient, ce que la société m'imposait, ce que la famille m'imposait, et pas ce que moi je voulais. Quand j'ai fini mes études de audit et contrôle de gestion, c'était en août, et en amont, j'avais préparé ma sortie, etc. J'avais fait les concours de l'inspection générale en banque. C'est un travail d'audit, etc. pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, j'avais réussi les concours pour rentrer à l'inspection générale, un travail excessivement bien rémunéré pour la sortie d'études. À l'époque, c'était le package entier, il était à 60 000 €. Donc, forcément, mère, père, grands-parents, en mode trop bien, ta vie elle est tracée, c'est trop bien et tout. Et moi j'étais en mode oui. Et en fait, au fond, non. Et donc, j'y suis quand même allé parce que, mine de rien, on se met des barrières psychologiques qu'il faut faire sauter d'ailleurs pour la prépa mentale. Mais on se met des barrières psychologiques qui nous retiennent sur certaines choses. Et de par mon histoire, je pense que je me suis dit, écoute Waris, t'as réussi à perdre 50 kilos, pourquoi tu n'y arriverais pas toi ? Et donc j'ai aidé plusieurs personnes à perdre du poids. Mon premier coaché, c'était Ashraf, qui a perdu 44 kilos et tout. Et c'est à ce moment-là, premier déclencheur, je me suis dit, attends, il a perdu 44 kilos, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Et en parallèle de mon travail, je faisais ça. J'aidais les gens à perdre du poids de par mon histoire, parce que en fait, je savais exactement les étapes par lesquelles ils étaient en train de passer. Et surtout, j'étais pas le genre de coach à imposer mon idée et à imposer ma manière de faire, parce que je pense que j'ai eu la bonne personnalité, c'est-à-dire observatrice. Observatrice et empathique, plus l'expérience du terrain. C'est le combo parfait pour être un bon coach selon moi. Parce que tu te mets à la place de ton coaché, tu essayes de comprendre pourquoi, tu essayes de comprendre ce qui ne va pas, tu essayes de comprendre qu'est-ce qui l'empêche qu'est-ce qui l'empêche de vraiment faire ses endurances fondamentales lentement. Est-ce que c'est les kudos sur Strava et que du coup il pousse un peu trop pour faire plaisir aux copains ? Ou est-ce que c'est l'ennui, ou est-ce que c'est le besoin de se défouler, enfin tu vois. Et du coup tu trouves des solutions. Et puis après tu as de l'expérience terrain. Donc en fait tu te dis mais ça c'est une étape normale, c'est normal, c'est une étape obligatoire, donc déstress, ça va bien se passer. Et donc je pense que c'est plutôt sur ce niveau-là où ça a vraiment amené le déclencheur. De se dire, écoute Waris, en fait vraiment ce que tu veux faire, c'est accompagner les gens à reprendre confiance en eux, à se sentir bien, à ne pas se blesser, à ne pas faire n'importe quoi, et à se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de bien plus que ce qu'ils ne croient. Et donc, pour finir sur le sujet et tout, en fait je suis arrivé devant mon inspecteur principal à l'époque en disant c'est plus possible, et j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui était exceptionnel et tout, et qui a dit fonce. Fonce, c'est ton truc et tout, moi j'ai une famille d'entrepreneurs, je te comprends, donc fonce, fais ton truc, oust. Oust. Alors que l'inspection générale, c'était mon avenir, il était tout tracé. C'est petit aparté, mais l'inspection générale, c'est un parcours de 6 ans dans les banques, où pendant 6 ans, tu évolues d'un poste d'inspecteur à inspecteur confirmé, et ensuite à seconde mission, et ensuite à chef de mission en 6 ans. Et à la fin des 6 ans, tu prends un poste de directeur de banque. Et tu ne prends pas un directeur d'agence. C'est directeur d'une région.
ou enfin tu commences un peu plus bas, bien entendu, tu vas pas en la direction d'une région tout de suite, mais tu as des postes à responsabilité au bout de 6 ans, chose que normalement tu mets 15 ans, 20 ans à avoir. Et donc, si, entre guillemets, tu veux la solution de facilité, je continuais sur cette lancée-là et j'avais une vie pépère, mais qui ne me correspondait pas. C'est ça. Ok, génial. Donc, tu t'es lancé, tu as quitté ce job. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts donc, c'était il n'y a pas si longtemps. Comment on commence, tu vois, en se disant, moi, je vais aider les gens à perdre du poids et à mieux courir. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as vu un afflux? Je trouve que tu as pas mal utilisé les réseaux sociaux, tu vas en parler. Comment la période s'est lancée du coup pour toi dans cet entrepreneuriat sportif? Ouais, excessivement dur. Ouais. C'était excessivement dur de par... en fait, déjà, de par ma personnalité, c'était excessivement dur. Les premiers mois, je retournais mes vidéos au moins 15 fois, je bégayais à la caméra, je détestais comment je m'écoutais et tout. Et puis, j'aimais pas du tout la manière de fonctionner sur les réseaux sociaux. Instagram, etc. C'est quand même de la consommation excessive et extrêmement rapide. Et du coup, j'aimais pas cette création de contenu trop clivante. Sauf que ça marchait pas. Au début, je faisais peut-être 1000 vues. 1000 vues, et puis je me disais, mais attends, c'est pas possible, Waris. T'arrives à aider des gens parce que t'as des résultats avec tes coachés. Toi, t'as réussi. Pourquoi les gens veulent pas écouter? Parce que tu donnes quand même des conseils qui sont pas bêtes. Et c'était un combat conflictuel entre moi et moi-même de dire, bon, tu vas pas avoir le choix en fait. Tu vas pas avoir le choix que d'être clivant. Tu vas pas avoir le choix d'être un peu bourrin. Rentre dedans, parce que sinon en fait les gens ils vont pas s'arrêter. Et c'est à partir du moment où j'ai accepté de dire bon, t'aimes pas, c'est un peu bizarre, c'est pas mes valeurs. C'est contre nature, c'est pas mes valeurs. Mais si tu veux vraiment aider les gens, t'as pas le choix. Et donc j'ai commencé à faire des vidéos du style arrête de t'entraîner comme ça, arrête de t'entraîner comme ça, sinon tu vas te blesser. Et c'est des phrases un peu lentes, un peu plus. Et là en fait ça a pris. Et je me suis dit ok, tu tiens le truc et du coup tu fonces. Et donc en fait ce que je faisais, c'est que je faisais énormément de vidéos où en fait la première partie était très percutante, très attends, mais j'ai pas envie de me blesser moi, donc je suis obligé de m'arrêter. Et ensuite, grâce à ça, à ces 2-3 premières secondes sur Instagram qui sont hyper importantes, je donnais de la vraie valeur. Et donc après, je restais calme. Donc ça détonnait un peu, mais tout de suite après, il y avait vraiment des explications avec une vraie pédagogie, une vraie valeur ajoutée et surtout de la bienveillance, parce que c'est vraiment ma valeur principale, la bienveillance, et surtout de la métaphore, des explications faciles, parce qu'en fait si tu comprends rien, je vais beau avoir te parler de ce que c'est la créatine kinase, voilà, ça sert à rien. Donc en fait, il faut vulgariser sans tomber dans le complètement hors sujet. Et faut aussi faire attention à pas être dangereux dans ses propos et tout, mais voilà. Mais à simplifier et à donner vraiment des conseils pratiques. Et c'est là où en fait ça a explosé et je suis passé de 300 abonnés à 7000 abonnés, de 7000 abonnés à 20 000, de 20 000 à 50 000 et là à 100 000 abonnés. Dingue, c'est impressionnant. Et du coup, tu as mis en place donc, des accompagnements. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes des coureurs. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu les accompagnes? Est-ce que tu fais des programmes personnalisés? Comment, voilà un peu aujourd'hui ton mode de fonctionnement? Ouais, tout à fait. La philosophie, elle est simple. Et elle pourrait se résumer à une seule phrase. Quand on vient en accompagnement chez moi, c'est tu t'occupes de rien, tu cours. Basta.
Vraiment, tu t'occupes de rien du tout, juste tu cours. C'est tout. Grâce aux montres, grâce à toute la technologie, etc., maintenant, on a des outils pour accompagner nos athlètes qui sont vraiment très performants et surtout très simples d'utilisation. Il faut créer de toute manière le moins de friction possible avec les coachés parce que sinon, c'est la meilleure excuse pour dire « Oh, ça me saoule, j'arrête ». Alors que non, il faut vraiment faciliter les choses pour les coachés, il faut les accompagner. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'ai un accompagnement qui est vraiment tourné sur l'enseignement, la pédagogie, mais surtout sur quelque chose d'humain, de bienveillant et de vraiment, tu t'occupes de rien. Personnalisé, sur mesure, selon ton niveau, ton emploi du temps, ton niveau de fatigue, ton style de vie, ton contexte familial, tout. Et en gros, ce que je souhaite faire dans les accompagnements, c'est déjà préparer pour l'objectif quand même, parce que c'est voilà, mais surtout permettre à des gens qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément les connaissances, d'arriver quand même à se surpasser, à se dépasser, à prendre du plaisir, à reprendre confiance en eux, alors qu'ils auraient peut-être abandonné et ils se seraient sûrement, et là c'est pas peut-être, c'est sûrement blessés en faisant n'importe quoi. Donc typiquement, je parle tous les jours avec mes coachés, je suis tous les jours présent pour eux sur l'application Nolio, qui est une application de coaching qui te permet d'envoyer des entraînements directement sur ta montre. Bon, toi tu l'as pour les entraînements du marathon du coup, et qui te permet de dire bon bah en fait je pense à rien, je réfléchis à rien. Le coach il m'a mis 3 fois 15 minutes à faire entre telle allure et telle allure qui est sur mesure pour toi, pour ton niveau à toi, parce que du coup en amont j'ai absolument toutes les données de fréquence cardiaque et de cadence, d'allure, de longueur de pas, d'oscillation verticale, on peut faire tout maintenant avec les montres, etc., qui permet de dire bon ok, ton niveau à toi te permet de faire 3 fois 15 minutes à cette allure là et ça se passera bien. Et donc en fait toi t'es coaché, t'as ta vie, tu cours partout, t'as des responsabilités au travail. D'ailleurs, la plupart de mes coachés sont infirmiers, infirmières, gendarmes, dentistes, avocats. Des métiers où t'as des responsabilités et t'as pas le temps de réfléchir à comment gérer ta prépa. Et j'ai énormément de mères de famille, de pères de famille, et du coup, forcément, avec les enfants, tu veux passer du temps avec eux. Mais tu veux quand même prendre soin de toi, te mettre des challenges personnels, parce que c'est hyper important selon moi, déjà ne serait-ce que pour ton épanouissement professionnel, familial et personnel, de se mettre des challenges et de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est prendre soin d'eux. C'est souvent ce que je dis, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans les coachés qui sont parents, que ce soit père ou mère. En fait, ils se délaissent pour leurs enfants. Et je suis d'accord, il faut passer du temps avec eux et tout. Mais souvent, je leur dis, prends du temps pour toi et tu verras que tu te sentiras mieux avec eux. Et donc, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec l'accompagnement. C'est-à-dire que réfléchir à comment réadapter son plan d'entraînement en fonction des imprévus, en fonction de la fatigue, en fonction du stress, en fonction des enfants qui sont malades, en fonction d'une réunion qui s'attarde, en fonction des périodes de travail qui sont parfois très très soutenues, et toi tu penses à rien, tu vas courir et tu as ton plan d'entraînement, tu as ton coach qui est là pour te soutenir, te motiver, être bienveillant, parce que mine de rien c'est souvent être bienveillant et dire mais en fait ça arrive, ta séance elle s'est mal passée, ça arrive, c'est pas grave. Passe à autre chose, c'est voilà. Et du coup, préparer aussi avec la stratégie de course, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement poussé sans être lourd. C'est extrêmement facile pour mes coachés de faire leur prépa parce qu'en fait, ils réfléchissent à rien. C'est ça. Voilà. C'était un peu long comme explication, mais c'est important. C'est hyper parlant et par rapport quand le champ aujourd'hui, on en parlait, la course à pied est devenu un sport ultra répandu. Il y a plus de 12 millions de coureurs en France. Et on trouve en effet, quand tu regardes, quand tu lances dans la course à pied ou dans un défi, un premier 10 km, un premier semi, que tu dis comment je vais m'entraîner, il y a pléthore d'offres en ligne, applications, coach en direct, pas en direct. Moi je trouve que c'est bien
là, la manière dont tu l'as présenté, d'avoir, tu vois, une philosophie, en effet, de personnalisation. On en parlait un petit peu en aparté, mais les applications grand public, entre guillemets, sont bien, mais il manque cet aspect humain, cet aspect personnalisation, et qui parfois peut être presque un peu dangereux parce que t'amène à une blessure, parce que la charge est trop forte, ou parce que... Tout à fait. Moi, mon avis 100% honnête de coach. Et donc, on pourrait dire, les applications, c'est mes concurrents. Donc, je pourrais les descendre. Pour moi, non. Ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'avoir quand même accès à des plans d'entraînement qui sont un peu personnalisés, ou en tout cas qui sont structurés. Par contre, moi, il y a quelque chose où je suis absolument pas d'accord, c'est individualiser. Non, c'est pas individualisé, ça ne peut pas être individualisé, c'est impossible. C'est impossible parce que ça prend pas en compte ton stress, ça prend pas en compte ta fatigue, et on n'est pas encore à un niveau où les intelligences artificielles sont capables d'identifier des émotions, des ressentis et de la fatigue. Alors, on peut utiliser la perception de l'effort, y a des choses qui peuvent être faites, mais mine de rien, le robot, il n'a pas couru le marathon, que ton coach, il l'a couru. Donc en fait, il sait exactement dans quelle situation tu te trouves, et en plus de ça, si toi, tu te trouves un coach qui est empathique et qui arrive à se mettre à ta place et tout, et c'est encore plus facile quand tu as vécu, quand tu as tout vécu toi-même et tout, c'est hyper facile. Ben, en fait, il va réadapter pour toi. Et ça, l'appli, c'est dangereux. Et l'autre aspect, c'est que vu que les applications te donnent un entraînement et te l'expliquent pas, et ben souvent, quand tu es coureur, tu as tendance à trop forcer. Parce qu'on ne t'a pas expliqué le vrai but. Alors, je crois qu'il y a des applications maintenant qui te mettent un petit peu les consignes, qui t'expliquent, etc. Mais c'est un robot qui te l'a donné. C'est un robot. Donc en fait, si tu fais pas comme le robot il t'a dit, qui va te réprimander entre guillemets. Attention, je réprimande jamais mes coachés par exemple, moi. Je suis toujours bienveillant, mais je suis toujours dans l'explication. Mais qui t'empêche de faire n'importe quoi? Personne. Alors que là, avec un coach, si tu fais n'importe quoi, moi t'inquiète pas que avec les données et tout, je vais les voir. Donc si tu forces trop, je vais te dire attention, je sais que t'as envie. Mais là, le but de cette séance-là, c'est de travailler ton SV1. Donc, ne t'amuse pas à aller à VO2 max. Parce que, en fait, ça sert à rien. On ne travaille pas la bonne qualité de la course à pied qui va te préparer pour ton objectif. Donc, si tu forces trop, tu risques d'arriver complètement lessivé sur ta course. Et ça va mal se passer. Et si le coaché te dit, oui, mais moi, coach... je suis stressé, j'ai un travail très frustrant, enfin très prenant et tout, j'ai besoin de me défouler, et bah là t'adaptes. Tu réduis l'intensité des SV1, tant pis, et tu mets quelques séances de VO2 max, un peu, voilà, comme ça le coaché il peut se défouler, et tu réadaptes. Et ça, les algorithmes ils peuvent pas faire, ils savent pas faire. C'est pas possible. La limite du modèle. Hyper intéressant. Si on met du coup maintenant un peu plus la lumière sur toi, parce que tu es coach, mais tu es coureur aussi, est-ce que tu peux nous partager, tu as un projet que je trouve passionnant de par le projet en lui-même qui est sportif, qui est intense, et puis sur la durée aussi, est-ce que tu peux nous expliquer là comment toi tu cours en fait au quotidien, pareil, comment tu arrives à équilibrer, tu vois, avec tes propres séances, et là ce que tu as en tête, tu vois, en termes de projet, qu'est-ce que tu prépares? Alors, le projet il est assez simple à comprendre, c'est le projet 20 km/h. Donc le projet c'est d'avoir 20 km/h de VMA. Donc ça fait quand même du 3.00 sur 6 minutes, sur un demi-cooper. On s'en rend pas compte parce qu'en fait, encore une fois, avec les réseaux sociaux, on est tellement habitué à avoir des temps de fou furieux maintenant. Le nouveau record d'Europe sur 10 km, il est à 26,54. Étienne, il a fait 27,04 à Lille. Enfin, c'est des temps stratosphériques. Mais avoir 20 km de VMA, je trouve, même en tant que coach, c'est quand même déjà pas mal. Et puis, à mon niveau, à moi, je fais ça pour prendre du plaisir aussi. C'est ça la philosophie derrière. Donc, le projet 20 km/h, c'est atteindre les 20 km/h de VMA, mais c'est un projet
entre guillemets, court terme. C'est-à-dire que le projet 20 km/h, c'est pour l'année 2025. D'accord. Je veux atteindre les 20 km/h de VMA pour aller chercher des temps sur 10 km et semi-marathon cette année, en dessous des 35 minutes, en dessous des 1h18 sur semi, pour aller chercher des chronos. Mais l'objectif principal, il est à 2026, 2027, 2028. Moi, j'ai déjà préparé dans ma tête que mon rêve le plus fou pour la course à pied, c'est sub 2h30 au marathon. Donc, quoi qu'il arrive, pour avoir les prérequis nécessaires afin de courir 2h30 au marathon, je suis obligé de passer par là. Et 20 km/h de VMA, c'est pas assez. Ouais. C'est pas assez. Donc, c'est une étape. Mais je me prépare déjà à, dans 3 ans, tenter le sub 2h30 au marathon. Donc, c'est quand même excessivement difficile d'un point de vue mental de se dire ce que tu fais là, c'est pour dans 3 ans. C'est clair. Il faut une sacrée... La marche est immense quand tu la prends en marche unique. Ouais, il faut vraiment être très rigoureux du coup. Donc en fait, ce que je fais, c'est que déjà, je me fais coacher. Ouais. Obligatoire. Selon moi, c'est obligatoire. Un bon coach se fera toujours coacher par quelqu'un. Et souvent, ça, les gens ont du mal à le comprendre. Mais tu peux pas être objectif. Tu peux pas... C'est pas possible. Les cordonniers les plus mal chaussés, on le disait tout à l'heure, etc. T'as beau être un excellent coach, tu n'es pas un excellent coach pour toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Alors, bien entendu, il y a des exceptions, comme toujours. On va toujours trouver quelqu'un qui va dire moi, je fais 28 minutes et je suis mon propre coach. Bah oui, mais sur les 12 millions de coureurs, crois-moi que t'es pratiquement le seul. Donc, je me fais coacher. Comme ça, déjà, de une, ça me décharge mentalement. Exactement comme je fais pour mes coachés. Hein. De toute manière, se faire coacher, c'est se décharger mentalement. Et c'est se faire accompagner, c'est se décharger mentalement pour avoir une tranquillité d'esprit. Et surtout, avoir quelqu'un quand même sur qui se reposer pour réadapter et pour pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, tu as tendance à trop forcer. Tu vas avoir un 20 x 400 mètres, parce que bon, quand tu veux commencer à pousser la machine et tout, c'est des énormes séances quand même. Hein. En fait, tu as tendance à trop pousser. T'as tendance à trop pousser. Alors que si le coach il te dit je te prépare un 10 x 400 mètres, mais si tu te sens pas bien, t'as le droit de couper à 6, ça te décharge mentalement. T'es là en mode en fait, non, c'est pas moi qui suis nul, c'est pas moi qui suis un feignant et un faible mentalement. Non, le coach il m'a donné l'autorisation, voilà. Donc, se faire coacher, c'est excessivement important selon moi. Parce que ça te permet de te décharger mentalement et surtout ça te permet de ne pas faire des erreurs. Là, tu vois, typiquement, cette semaine, j'ai une séance 10 fois 400 mètres avec en pré-fatigue, j'ai 10 fois j'ai 10 minutes de SV1 en pré-fatigue gentil, hein, c'est très gentil. Mais au moins, je pousse pas. Il m'a mis des allures où moi je juge que c'est excessivement lent. Pour moi, pour mon niveau à moi, mais du coup, en fait, je vais pas chercher à pousser, je vais respecter à la lettre. Je respecte à la lettre, et du coup, s'il faut réadapter, s'il faut faire quoi que ce soit, je lui envoie un message, je dis, là, le RPE de la séance, c'était 5 sur 10, donc il faut, on peut pousser plus, on peut pousser plus. Donc déjà, voilà, ça te décharge mentalement. Et surtout, ça permet aussi d'apprendre d'autres méthodologies, parce que moi, mon coach, il est suédois, donc en fait, il a une autre méthodologie, la méthodologie norvégienne, enfin voilà, on pourrait en faire un podcast entier, hein. Mais voilà. Et donc, ça permet d'ouvrir les champs des possibilités, ça permet aussi d'apprendre et du coup de devenir un meilleur coach aussi pour moi, mes propres coachés. Donc en fait, j'essaye d'attaquer le projet 20 km/h et le sub 2h30 au marathon comme un apprentissage. Et du coup, au lieu de devenir une contrainte, ça devient fun. Et ça aide énormément mentalement à dire c'est pas une contrainte, c'est pas une corvée, c'est plutôt un plaisir. Et du coup, forcément, c'est un peu plus facile. Tu gardes le plaisir, tu gardes la bienveillance. On n'est pas dans l'ultra-performance. Alors, je dis l'ultra-performance et je dis 2h30. Il y a certains... Il y a certains auditeurs qui vont se dire mais en fait, c'est stratosphérique. Et oui, ça l'est. Mais... moi, je le fais pas pour l'ultra perf.
Parce que de toute manière, si je voulais le faire pour l'ultra perf, je viserais des sub 2h10 pour essayer de devenir pro. Et là, en fait, non. C'est juste que moi, d'un point de vue de challenge personnel, j'aimerais bien faire ça un jour. Ça me plaît, ça me fait prendre du plaisir. Et c'est là où, en fait, il y a une très grosse différence avec l'ultra performance, chose qui n'est absolument pas du tout ma philosophie en tant que coach. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Chaque coach a sa philosophie et a aussi la typologie de gens qu'il veut accompagner. Moi, de l'ultra performance sub 30 minutes au 10K, non. On prend du plaisir, on est assidu, on se blesse pas, on se dépasse, on est en bonne santé, on reprend confiance en nous et tout. C'est plutôt dans cette optique-là. Et aussi, quand même, mine de rien, c'est me prouver à moi-même que, ok, Waris, tu as été un obèse de 120 kilos, mais tu arrives à faire 2h30 au marathon, c'est beau. Oui, c'est clair. C'est un beau projet. C'est juste ça. Canon. Donc ouais, si je te résume, en tout cas, si je t'écoute, tu as cet objectif, comme tu disais, 2026, 2027, voire 2028, plutôt long terme et avec la marche qui est très haute. Et donc, tu le découpes pour rendre plus accessible et le vivre avec plus de plaisir. Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, c'est une très bonne transition sur la prépa mentale. Vraiment, les conseils qu'on peut donner aux athlètes et à mes coachés et tout, c'est découper. Ouais. En fait, si j'attaque ça 2028... bon, je suis plus très bon en calcul, mais 365 fois 3, ça fait plus de 1000 jours. Tu te dis, ok Waris, pendant 1000 jours d'affilée, sans jamais te rater, il faut que tu sois discipliné, Hugo. C'est impossible. Et ben c'est exactement pareil. Découper sa course, découper sa prépa, découper sa semaine, découper sa séance. C'est toujours des petits tips qui vont aider à mieux se sentir mentalement et à moins stresser. Ça peut s'appliquer, selon moi, à absolument toutes les espaces chronologiques. Tu peux découper une prépa de 6 mois en bloc. Ouais. C'est d'ailleurs nous ce qu'on fait en termes de périodisation. Tu peux aussi découper au mois, tu peux aussi découper à la semaine, tu peux aussi découper à la séance. Et en fait, quand tu découpes ça par plus petits morceaux, c'est plus facile à avaler et c'est plus facile à rester assidu. Parce que si toi, en tant que coureur, t'es là à courir ton marathon, t'es au 3e kilomètre et t'es en mode purée, je suis parti trop vite, je vais le payer au 35, c'est horrible. Mais en fait, non. Le 35e kilomètre, c'est dans 2 heures. Pense pas à ça. Pense à petit. 0, 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, etc. Tu coupes. C'est des petites marches qui sont un peu plus faciles à... moins importantes. Tout à fait. Charge mentale moins importante. On en revient toujours à la charge mentale, hein, mais charge mentale la moins importante possible. Pour... mais mieux vivre la course aussi, avoir une meilleure expérience. C'est clair. Hyper intéressant, merci. Avant qu'on passe aux petites questions finales, est-ce que tu peux peut-être, on enregistre là cet épisode début février, enfin on est le 10 février pour être transparent. Dans un mois, 29 jours, il y a le semi-marathon de Paris. Dans 2 mois, il y a le marathon de Paris. Je suis sûr qu'il y aura plein de personnes qui nous écoutent là, qui préparent ces 2 courses. Est-ce que toi là, en tant que coach, tu suis, et moi le premier, plusieurs athlètes qui préparent ces échéances, je sais pas, un conseil un peu général là que tu aurais à partager, tu vois, pour ces personnes-là, semi dans un mois, marathon dans 2 mois, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Donc si vous écoutez ce podcast quand il sort et que du coup le semi il est dans 2 semaines, mon conseil c'est plus le moment. Ok. C'est plus le moment de pousser, ça sert plus à rien. Donc là c'est période d'affûtage pour le semi de Paris. Il faut accepter mentalement de réduire son volume. Et non, ce n'est absolument pas vrai. Tu ne vas pas perdre en condition physique parce que tu vas réduire ton volume. La période d'affûtage, c'est quelque chose de très technique, mais c'est là pour justement réduire la fatigue cumulée sur votre prépa. Donc, il faut être assidu. Il ne faut surtout pas pousser sur les séances d'intensité et les sorties. Il faut réduire son volume.
et il faut l'accepter. De toute manière, c'est trop tard. D'un point de vue physiologique, les changements physiologiques, c'est 4 semaines minimum. Alors oui, on voit des bénéfices au bout d'1 semaine, 2 semaines, surtout quand on est débutant, etc. Mais pour voir des changements stables d'un point de vue physiologique, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est trop tard de toute manière. Donc il faut accepter, il faut faire du jus, se décharger mentalement. Si c'est encore l'occasion, faire des exercices de visualisation, essayer d'analyser le parcours un petit peu pour se préparer et se dire bon là ok, il faut que je fasse attention, il y a peut-être un virage, donc ça va avec tout le monde qui a maintenant sur les courses, ça va être un peu plus difficile, etc. Préparer sa checklist de courses, préparer sa stratégie de nutrition, sa tenue. Retester s'il faut un petit run avec sa tenue et ses chaussures du jour J, etc. Bon, normalement, si la prépa elle a été faite, ça c'est fait en amont. Mais voilà, ça c'est le premier conseil pour ceux qui font le semi de Paris. Et pour ceux qui font le marathon de Paris, mine de rien, vous pensez que 1 mois et demi c'est court, mais en fait c'est encore très long. Donc il reste encore 3 grosses sorties, 3 grosses sorties longues. Donc il faut pas se cramer non plus. Il faut pas pousser trop et il faut accepter de peut-être pousser un petit peu moins sur ces sorties longues et de ne pas pousser trop sur les blocs d'allure au risque de paniquer encore plus, parce que souvent en fin de prépa on a besoin de confiance et c'est normal, donc c'est pour ça qu'on a des séances tests, c'est pour ça qu'on a des, entre guillemets, des répétitions et tout pour s'habituer. Mais en même temps, c'est un peu à double tranchant parce que t'as tellement des mois et des mois et des mois et des mois de prépa dans les pattes que ton 2 fois 30 minutes allure marathon, il va te paraître insurmontable. Et donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est que soyez prêts que sur les sorties longues, ça soit peut-être un petit peu difficile, et que c'est pas parce que sur le 2 fois 30 minutes c'est un peu dur à passer que ça se passera mal le jour J. Parce qu'il faut être conscient qu'il y a toute la prépa qui a été cumulée sur vos jambes, et cette prépa-là, si vous faites un bon affûtage, cette fatigue-là, pardon, si vous faites un bon affûtage, vous n'aurez pas des jambes aussi lourdes le jour J. Donc, pas de panique. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Génial, merci pour ces conseils. De rien. Donc si ça te va, pour terminer cet épisode, j'ai une dizaine de petites questions. Le principe, c'est des questions, tu vas avoir un peu légères, humoristiques, et tu peux répondre de manière assez courte et comme ça te vient. Ok. Et tu as un joker si vraiment il y a une question. Ça marche. Un peu comme dans les émissions. Première question, est-ce que tu préfères coacher un coureur qui doute trop ou un coureur qui se prend pour Kipchoge? Un coureur qui doute. Parce que tu vas pouvoir plus lui apprendre, etc. Ouais, parce que c'est ma philosophie. Je pense que en fait, tu peux apporter beaucoup plus. En fait, ça fait partie de mon histoire. Tu t'apprends aux gens à retrouver confiance en eux, comme moi j'ai retrouvé confiance en moi quand j'étais un ancien obèse. Très bien. Est-ce que tu préfères courir en plein soleil dans le désert ou sous la pluie avec des chaussures trouées? Sous la pluie, sous la pluie. Avec des chaussures trouées. Moins obligatoire. Chaleur. Ouais. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant, mais en fait, avec la chaleur sous le désert et tout, il faut de l'acclimatation, changement du plasma sanguin et tout. On s'habitue pas comme ça. Que la pluie, ça mouille. C'est ça. Ça va. Exactement. Et puis à Paris, en région parisienne, on est habitué. On a ce qu'il faut. Est-ce que tu préfères un dossard offert pour le marathon de New York ou un buffet illimité après chaque séance? Buffet illimité après chaque séance. Ouais. Déjà. Parce que j'aimerais pas utiliser de mon influence pour avoir un dossard gratuit pour New York, alors que c'est le rêve de certains, de milliers de coureurs d'aller le faire. D'ailleurs, j'ai accompagné des coachés sur New York l'année dernière. C'est une expérience de fou, donc j'aimerais pas faire ça. Buffet illimité, parce que quand t'es en prépa marathon, tu manges. C'est ça. Tu manges beaucoup. Et est-ce que c'est sur sa to-do quand même un jour, ce marathon de New York? Ouais, quand même. Quand même, hein, c'est mythique, c'est un marathon de fou. C'est sûr. Mais j'irai avec mon dossard, mon argent. Voilà. Excellent. Est-ce que tu préfères un élève qui râle après chaque séance ou un élève qui ne t'écoute jamais?
Oh, qui râle. Ouais. Ouais, je préfère un élève qui râle après chaque séance que quelqu'un qui écoute pas. Ouais. Parce que quelqu'un qui écoute pas, c'est extrêmement frustrant parce que tu sais que s'il t'écoutait, il progresserait de fou. C'est ça. Alors que quelqu'un qui râle mais qui t'écoute, bah en fait, c'est aussi pour ça que t'es là. C'est aussi ton job en fait. C'est aussi ton job d'écouter tes coachés râler. C'est normal. T'es là pour ça. Quelle est la pire excuse qu'un coaché t'ait donnée pour ne pas faire sa séance? Bah franchement, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu beaucoup. Okay. J'en ai vraiment pas plutôt, eu. En fait, c'est malade. Non, ça va. Franchement, sur ça, j'ai jamais eu de... Ok. On dit parfois ou souvent que le mental, dans un marathon peut-être, c'est 70% de la perf. Alors le pourcentage peut varier. Quels seraient dans ce cas-là les 30% restants d'après toi? La nutrition. Ok. 100%. 100%, c'est la nutrition. Parce que c'est tellement important. Et ça évite le mur, ça évite plein de choses. Bien entendu, il y a l'entraînement, mais l'entraînement, tout le monde est au courant. Ouais. Tout le monde est au courant que oui, il faut s'entraîner pour le marathon. Par contre, se nourrir et avoir 60 grammes de glucides par heure, les gens, ils sont en mode mais non. Alors que gel, parfois pas testé avant, donc ça te retourne alors que ça change la vie. Ça change, du jour au lendemain, ça change la vie. Et surtout, la réponse est un peu plus longue là, mais en fait, moi j'ai eu énormément de coachés qui sont venus après une excessivement mauvaise expérience sur la première course. Ils ont mis des jours et des jours et des jours à récupérer, parce qu'ils s'étaient pas nourris. Okay. Alors que si tu te nourris tout au long de la course, tes réserves de glycogène, elles sont au plus haut possible, et puis du coup tu récupères mieux et tu subis moins ta course. Ok, excellent. Donc ça c'est un très bon conseil. Attention à la nutrition en tout cas. Ouais, c'est un vrai pilier. Ouais, c'est un pilier. Quelle séance te fait plus peur qu'un film d'horreur? Les séances de VO2 max, hein. Ouais. Les grosses séances de VO2 max avec des répétitions de 2 minutes, 4 minutes, 3 minutes et tout, c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. C'est dur. C'est vraiment costaud. Si ton toi d'aujourd'hui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais si ton toi d'aujourd'hui pouvait coacher ton toi d'avant, entre 11 et 18 ans, on va dire, quel serait le premier conseil que tu te donnerais? Ralentis. Ouais. De toute façon, c'est le conseil que tu donnerais à tout le monde. Ralentis. Ralentir. C'est tout. La base. Si tu devais donner un nom à ta méthode de coaching, ce serait quoi? Outre le nom, qui peut-être sera un peu plus un nom type commercial, c'est l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise, c'est plutôt une phrase où je dirais vraiment tu t'occupes de rien, tu cours. Tu t'occupes de rien dans ta prépa, tu cours, basta. Il reste 2 questions. Si tu pouvais donner un super pouvoir pour aider tous tes coureurs, ce serait quoi? Le pouvoir de récupérer hyper rapidement. Ouais. Parce que déjà, mine de rien, quand tu as un travail, des enfants, tu récupères déjà beaucoup moins vite que les athlètes professionnels, par exemple. Parce que eux, ils peuvent faire des siestes, ils ont des physios et tout. Et puis, ça t'aiderait à mieux te sentir aussi sur toutes tes séances. Donc, mieux récupérer instantanément. Tu prends... comment c'était? C'est les haricots senzu dans Dragon Ball. Tu chopes et t'es reparti. Excellent. Dernière question. Quelle est la phrase de motivation la plus pourrie que tu aies entendue? La plus pourrie? Ouais. La phrase de motivation? Le truc, tu vois, le truc qu'on te dit parfois et toi tu penses que c'est pas... Tu vois, je dirais pas Joker parce que tu peux y répondre à celle-ci. Ouais. Ça peut être l'inverse, hein. La meilleure ou sous toi, c'est le... Écoute, je vais peut-être te donner la meilleure, parce que ça, c'est facile à dire. Fait est mieux que parfait. Ça, c'est vraiment le conseil le mieux que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est le conseil que mon mentor me donne tout le temps et tout. C'est la phrase qu'il me dit tout le temps. Fait, c'est mieux que parfait. Okay. Parce qu'en fait, si tu veux tout le temps que ce soit parfait, tu procrastines, tu fais pas. Et du coup, si tu fais pas, il n'y a rien qui se passe. Rien. Donc, fait, c'est mieux que parfait. Et puis même pour les séances de course à pied. Hein. Ouais. Fait, c'est mieux que parfait. Même si t'as pas fait 10 fois 400 mètres, t'as fait 8 fois 400 mètres, c'est mieux que 0. Exactement. Voilà. C'est une très bonne conclusion.
Est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier mot à partager avant qu'on se... Le dernier mot que j'ai à partager, ça serait du coup plutôt un conseil que j'aurais à donner aux gens qui préparent des courses et qui ne peuvent pas forcément venir en coaching et se faire accompagner par quelqu'un, etc. C'est de ne surtout pas négliger l'aspect mental, parce que c'est... Pour moi, tout à l'heure tu disais 70% de mental sur le marathon. Pour moi, le pourcentage il est même au-dessus. Ouais. C'est même 90% pour moi, parce qu'en fait, c'est excessivement long. Ouais. La prépa elle est longue, le marathon en lui-même c'est long, c'est difficile et tout. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment de tout au long de la prépa faire des exercices de visualisation, faire de la cohérence cardiaque, mettre en place les colonnes de Beck pour vraiment essayer de se détacher de son cerveau émotionnel et vraiment se concentrer sur que le rationnel, et de se dire ok, t'as cette séance là qui s'est mal passée, mais attends, ça fait quand même 3 mois que tu t'entraînes, et sur les 3 fois 12 séances, enfin 3 fois 12, c'est la première qui se passe mal, donc non, tranquille, mais prendre du recul et toujours essayer de se sortir la tête du guidon pour se dire au final tout ce que je fais c'est bien, c'est pas c'est pas une séance qui va déterminer absolument toute ma prépa, voilà, c'est vraiment ça, et c'est le plus dur à faire quand t'es coureur. C'est sûr. Génial. Écoute, un immense merci pour cet échange. Merci à toi. Hyper intéressant. Tu as un super parcours. Et je te souhaite plein de succès et plein de bonheur avec tes coachés. Ouais. Et je me souhaite un super marathon grâce à toi. Super marathon. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir et trop cool. C'était la première exercice de podcast pour moi. Hyper inspirant et ça. Donc bravo. Et merci. À bientôt, Waris. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast de façon très simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ensuite, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire et ça booste l'émission. Si vous m'écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon, mettez plein d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus ces belles histoires de résilience et de force mentale pourront toucher d'autres personnes. Un grand merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, c'est dans la tête.